un peu la structure de mon livre, et puis de le rapprocher quand même de la situation politique, en ne cachant pas d'emblée d'ailleurs qu'une conférence ici, pour moi, c'est une sorte de retour aux sources, hein, puisque Étienne et bien d'autres le savent, j'ai quand même, de l'âge de 15 ans à 25 ans, c'est-à-dire il y a très très longtemps, beaucoup usé les fonds de culotte dans cette bonne maison. Alors, d'abord, je voudrais vous dire que, justement, à cette bonne maison, il y a une très très bonne nouvelle. Votre pire ennemi est mort. Votre pire ennemi est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus ennemi du royalisme et de l'Action française que le progrès, que le progressisme, que l'idéologie du progrès. Puisque le b.a.-ba, si j'ose dire, du progrès, c'est de dire qu'avant, c'était moins bien qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça sera moins bien que demain. C'est l'essence même du progrès. Donc la monarchie étant avant la République, par définition, elle est moins bonne. Ça relève de ce que Michéa appelle justement le syndrome d'Orphée. On n'a pas le droit de regarder en arrière pour savoir si c'est éventuellement mieux ou aussi bien qu'aujourd'hui. C'est strictement interdit. C'est l'essence même du progrès. Donc le progrès, alors évidemment il s'agit du progrès avec un P majuscule que je vais essayer de décrire, est mort. Mais je vous dis tout de suite, c'est la seule bonne nouvelle de la soirée. Hein. Pour le reste, il va falloir beaucoup travailler quand même. Sauf à considérer que le fait que Nabila va bien est une bonne nouvelle, mais sinon, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. Comme le dit un communiqué que j'ai vu sur une télévision, dans un café. Alors, d'abord, le titre de mon livre, Apocalypse du progrès, le mot apocalypse que vous avez cité. Apocalypse, ça veut dire deux choses. Le sens commun, apocalypse now, c'est-à-dire la catastrophe. Hein. Tout le monde dit, quand on emploie le mot apocalypse dans les médias, c'est parce qu'il y a une catastrophe. Mais comme vous le savez sans doute tous, parce que vous êtes très cultivés, vous avez fait du grec, ça veut dire aussi, ça veut dire surtout, au sens étymologique, révélation, dévoilement. L'Apocalypse de Saint Jean, c'est pas une catastrophe, c'est une révélation. Et donc, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est comment les catastrophes que vous voyez tous les jours défiler devant votre télévision, c'est-à-dire le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources fossiles, il y a quelques années, l'effondrement du mur de Berlin, et toute une série d'événements cataclysmiques peuvent servir à dévoiler l'essence du progrès ou l'essence de la modernité. Les deux sens à la fois. Maintenant, pour le mot progrès, il faut évidemment tout de suite faire une petite opération de sémantique. De quel progrès s'agit-il? Il s'agit du progrès avec un P majuscule, de l'idée même du progrès qui a eu son moment de gloire, son siècle au XIXe siècle. Parce que les progrès, le progrès technique, le progrès médical, Philippe ne dira pas le contraire, le progrès scientifique, le progrès moral, le progrès politique, tous ces progrès spécifiques, ils ont toujours existé, ils existeront toujours, et ils sont souhaités, avec des différences, mais dans toutes les civilisations. Même un Indien d'Amazonie souhaite que la chasse de l'année prochaine soit meilleure que la chasse de cette année. Même un mandarin chinois, pourtant un modèle de conservatisme, souhaite que la muraille de Chine se construise le mieux possible pour protéger, le plus vite possible, pour protéger les terres de l'empereur et son mode de vie. En revanche, le progrès, avec un peu majuscule, l'idéologie du progrès, telle que de la modernité, que mon ami Frédéric Rouvillois fait remonter la Genèse à la fin du XVIIe siècle, et non pas au XVIIIe siècle, ça c'est quelque chose qui n'existe que dans une civilisation, la civilisation occidentale, et à une période précise. Et ce progrès-là, cette croyance, elle est déjà, pour commencer, une fusion de tous les progrès. C'est-à-dire qu'on dit que le progrès est général. Il est à la fois technique, scientifique, philosophique, politique, moral, et il est surtout un progrès de la raison et du bonheur. Tout ça par la liberté, un progrès de la liberté. Donc il est déjà, première caractéristique, il est général. Ensuite, il est universel, c'est-à-dire qu'il touche tous les hommes, en principe, parce qu'en réalité, il est très occidental, très blanc, et très chrétien, comme j'ai essayé de vous l'expliquer. Et puis, troisième caractéristique, et elle est essentielle dans la conception moderne du progrès, le progrès est inéluctable. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité est un mouvement inéluctable,
pas forcément rectiligne. Les marxistes et Hegel diront avec des ruses de la raison de l'histoire, mais ce mouvement est néanmoins inéluctable. On va inéluctablement à une forme de paradis sur Terre. Or, ce progrès-là, qu'il soit une pure idéologie ou un mouvement réel de l'histoire, est très largement remis en cause. Si c'est une idéologie, elle apparaît fausse, parce que finalement le bonheur n'est pas au rendez-vous, parce que des catastrophes comme le réchauffement climatique remettent en cause l'optimisme du XIXe siècle. Et si c'est un mouvement réel, un mouvement historique réel, eh bien il s'est arrêté. Je vous dis ça parce qu'on aurait tort de dire que le progrès c'est juste une fumée, c'est juste une illusion, c'est une idéologie, donc on parle du progressisme et on ne voit que cela. Il y a aussi une espèce de dialectique entre l'histoire réelle, avec des faits, des découvertes, des révolutions, des mouvements profonds, et puis l'idéologie qui y correspond. Donc il faut éviter de dire c'est simplement une pure illusion et on en est débarrassé. Parce que vous allez voir qu'on n'en est pas totalement débarrassé, loin de là. Alors, ce qui est clair, c'est que je ne vais pas rentrer dans des choses que vous connaissez, parce que le réchauffement climatique, par exemple, il y a tout un débat à l'heure actuelle. L'épuisement des ressources fossiles, vous êtes aussi au courant, vous regardez les journaux. La saleté, la pollution profonde des océans, avec par exemple le 7e continent plastique, c'est-à-dire cette espèce d'énorme masse de déchets plastiques qui encombre les océans. Tout ça, j'essaie de les décrire de manière un peu originale dans mon livre, en reliant ça avec l'utopie du progrès. Ça fait des siècles que l'homme blanc rêve d'Atlantide, d'Inde, d'Orient, déserte, et finalement il fait le tour de la Terre, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fabriqué un continent entier de ces déchets, le 7e continent plastique. Bon, c'est dire à quel point l'utopie du progrès s'est totalement renversée, en une contre-utopie absolument terrifiante. Je ne vais pas trop insister là-dessus, sur cette description des catastrophes du progrès. Je reviendrai tout à l'heure en deuxième partie sur un symptôme qui me semble important, qui relève de la vie politique française. Mais je voudrais un peu quand même vous décrire sommairement ce qu'est ma théorie générale du progrès, c'est très présomptueux d'ailleurs, c'est-à-dire une explication, une description simplement de ce progrès avec un P majuscule. Parce que s'il est mort aujourd'hui, c'est qu'il est né un jour, et il est trop important dans notre société, dans notre civilisation, pour ne pas avoir des racines extrêmement profondes au sein de l'Europe, anciennement chrétienne. Donc, ce que j'observe simplement, en partant du point de départ, d'un côté, une forme de progrès qui est le marxisme, le communisme, qui s'est effondré il y a quelques années, il reste encore quelques fous furieux en Corée du Nord, etc. Mais globalement, heureusement d'ailleurs, c'est un progrès, si on peut dire, le communisme s'est effondré. Pour les gens de ma génération, les plus jeunes d'entre vous n'ont peut-être pas vécu ça, mais enfin, ça a quand même été une chose extraordinaire. Le communisme, c'est bien un visage du progrès. Hein. Bon, les communistes soviétiques, et les Français d'ailleurs aussi, disaient bien, congrès après congrès, nous sommes en marche vers les lendemains qui chantent. Le paradis, c'est pour demain. À un moment donné, les lendemains doivent devenir des aujourd'hui. À un moment donné, il faut bien récolter les fruits du progrès. Ils ne sont pas venus et tout ça s'est effondré. Mais c'est un mode de progrès. En face, il y en a un autre qui semble avoir réussi, qui semble avoir gagné. C'est le progrès, je dirais, de la société de consommation, c'est le progrès du capitalisme, c'est le progrès de la démocratie, et c'est finalement le visage principal de ce progrès, ce sont les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique représentent la pointe du progrès encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, puisque les États-Unis sont la seule puissance avant que la Chine ne les rattrape provisoirement, les États-Unis sont aux commandes, en quelque sorte, de la planète, du coup, tous les maux du progrès leur sont reprochés. Le réchauffement, etc. C'est allé évidemment un peu vite, puisque il ne faut pas oublier que le communisme, entre autres crimes, a aussi commis Tchernobyl et de très nombreux crimes environnementaux. Mais enfin, aujourd'hui, que le capitalisme a triomphé, semble-t-il, du communisme, on dit, voilà, on reproche aux États-Unis et à l'ensemble de la société industrielle dont ils sont les leaders, tous ces drames et toutes ces catastrophes du progrès.
Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler quand même que ce sont deux puissances totalement antagonistes, qui s'opposaient radicalement, qui se sont opposées avec des ogives nucléaires, les centaines et milliers d'ogives nucléaires dispersées dans le monde, et qui bien sûr entendu sont toujours là, qui auraient représenté une belle apocalypse au sens strict du terme, hein, dans tous les sens du terme. Elles étaient les points ultimes du progrès. Le côté positif aussi existait. Rappelez-vous la lutte pour la conquête de l'espace. Hein. Les deux grandes puissances se battaient pour conquérir l'espace. Et sur les Américains qui ont gagné. Donc on a bien deux puissances qu'on peut appeler progressistes, en tout cas les deux visages de ce progrès. Alors, si on analyse, on revient, on fait la généalogie, ce que j'appelle la généalogie, l'ADN du progrès, on va donc creuser, savoir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y avait avant le communisme. Avant le communisme, il y a l'hégélianisme, il y a la Révolution française, il y a les Lumières, et il y a tout un mouvement d'émancipation de l'être humain. Ce mouvement, certes, s'est retourné en totalitarisme, mais enfin, il a comme vocation de libérer l'être humain jusqu'à la mort de Dieu, puisque Hegel est encore croyant, chrétien, Marx évidemment est athée, et le communisme a l'athéisme comme religion d'État. Donc on a fait disparaître Dieu totalement à la fin du processus. En face, qu'est-ce qu'il y a en dessous, si j'ose dire, du capitalisme anglo-saxon? Bien entendu, vous avez tous lu le bouquin de Max Weber, qui, à mon avis, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui, à mon avis, devrait être en vente là à la librairie de Flore. Ce bouquin magistral, qui est un des bouquins maîtres de la sociologie, montre bien que l'origine du capitalisme tel que nous le connaissons, le capitalisme moderne, tel que nous le vivons aujourd'hui, l'origine, elle est fondamentalement protestante. Il y a alors ça, il l'explique historiquement, il l'explique en sociologue, et non pas ni en idéologue, ni en philosophe. Quelque part, il fait de l'empirisme organisateur, Max Weber. Hein, il explique, il prend les écoles, il prend l'étude économique des sociétés, il les compare entre elles, etc. Il arrive à la conclusion, très curieuse, très paradoxale, que c'est le protestantisme qui a créé cet ascétisme du chef d'entreprise puritain, du chef d'entreprise anglo-saxon, qui travaille pour travailler, et non pas qui ne travaille pas pour s'enrichir et pour faire la fête, qui travaille pour travailler, et de manière très originale et très mystérieuse à mon avis, il trouve l'origine de cette explosion de la révolution industrielle, une des origines bien entendu, parce qu'il y a aussi des découvertes technologiques et scientifiques, mais il prend comme origine le concept calviniste de prédestination. Alors, on va être obligé de faire un peu de théologie, mais je pense que ça fait partie maintenant de la nécessité. Il faut parler un peu de théologie. La culture générale s'étant effondrée, il va falloir, en France, il va falloir tout reconstruire, et pas simplement la philosophie politique, mais aussi les connaissances religieuses et spirituelles. La prédestination, c'est cette idée de Calvin, qui est que il n'y a pas de libre arbitre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans le salut éternel. On dit le protestantisme, d'ailleurs Maurras le dit, le protestantisme c'est la liberté, la révolte de l'individu, etc. Non, au départ ce n'est pas ça du tout. Avec Luther et surtout avec Calvin, il y a une critique du salut par les œuvres, qui était d'ailleurs, dont l'Église catholique de l'époque avait abusé, avec, vous savez, le scandale des indulgences, etc. Et le protestantisme, le calvinisme dit bien, le salut éternel n'est pas dû à votre libre arbitre qui vous fait choisir le bien contre le mal. Il y a un décret efficace, une grâce efficace, pardon, de Dieu, un décret secret de Dieu qui vous sauve ou qui vous fait votre paradis ou votre enfer, indépendamment de votre liberté pendant votre vie. Alors c'est très très paradoxal, et c'est très incompréhensible d'ailleurs. En tout cas, la racine du capitalisme anglo-saxon, le puritanisme, notamment américain, qui est fondateur, les pères fondateurs avec qui découvrent l'Amérique, qui remercient Dieu, etc., et qui, Thanksgiving, on sacrifie des oies, enfin
les oiseaux qui traînaient, et puis depuis le président des États-Unis, chaque année, etc. Et cette dédicace du continent américain à Dieu est fondée sur la prédestination. La prédestination, c'est donc le contraire absolu, radical, du libre arbitre de l'émancipation de l'homme. Donc on a, si on fait la généalogie des deux formes de progrès, on aboutit à deux formes de christianisme, qui sont en réalité deux hérésies, mais qui elles-mêmes ne viennent pas de rien. Pourquoi est-ce que l'Occident a fabriqué, d'une part, cette libération de l'homme qui se retourne, et cette prédestination qui se retourne également? Il y a une raison. Tout cela renvoie à la grande querelle théologique du Moyen-Âge et en fait du christianisme, c'est-à-dire la querelle du libre arbitre et de la grâce. Cette querelle est fondamentale et cruciale. Comme vous le savez sans doute, elle est lancée par saint Augustin. Donc là, on remonte encore plus loin. Saint Augustin, qui, s'opposant à un hérésiarque peu connu, mais qu'il faut connaître, qui gagne à être connu, si je veux dire, qui s'appelle Pélage, a jeté les bases de cette grande polémique. En gros, le mystère est le suivant: comment l'homme peut-il être libre puisque Dieu est tout-puissant? Si on pose à la fois la toute-puissance de Dieu, ce que fait indéniablement le christianisme, il compose également, de manière très claire, le libre arbitre de l'homme, comment les deux sont conciliables? Saint Augustin pose le problème, s'oppose à Pélage, Pélage étant un hérétique qui lui est contemporain, et Pélage qui disait, lui, la puissance de Dieu a tendance à reculer face au libre arbitre de l'homme. Saint Augustin va dans l'autre sens, enfin enclenche une dynamique qui va dans l'autre sens. Il aurait plutôt tendance à dire la grâce toute puissante est première, et elle déclenche le libre arbitre chez l'homme. Ce qu'il faut bien dire, c'est que saint Augustin et son ennemi Pélage sont totalement chrétiens, tous les deux, et donc à ce stade de l'histoire, on est au 4e, 5e siècle, il y a à la fois du libre arbitre et de la prédestination, les deux en même temps. Et ce ne sont que des tendances qui vont au cours des siècles se retourner, s'amplifier, etc. Mais au départ, c'est simplement une insistance d'un côté ou de l'autre, qui peut paraître très subtile, et vous allez voir qu'elle est importante. Donc, à partir de là, se passe un mouvement, donc que je peux reprendre dans l'autre sens, c'est-à-dire vous avez d'un côté ceux qui veulent, avec Pélage, que j'appelle les néo-pélagiens, sortir de ce mystère par le libre arbitre, et ceux, avec Calvin notamment, qui veulent sortir par la prédestination. Les plus grands esprits, après saint Augustin, se sont attaqués à ce problème, notamment Calvin, Jansénius, ça a donné le jansénisme en France, qui est un mouvement qui n'a pas abouti à grand-chose finalement sur le plan politique, contrairement au protestantisme, mais le jansénisme, c'est extrêmement proche du protestantisme. C'est théologiquement quasiment la même chose. Donc ces grands esprits, Pascal, qui comme vous le savez a été un moment proche du jansénisme, et en face, eh bien, vous avez des gens comme Descartes évidemment, comme Erasme, l'humanisme auparavant. Vous avez des très grands esprits comme Bossuet, comme Leibniz et surtout comme Spinoza qui reprennent ce mystère en essayant de trouver une solution. L'idée de mon livre, c'est qu'il n'y a pas de solution, mais que l'histoire de ce mystère est l'histoire même de l'Occident. C'est parce que ce mystère est mouvant, il est irritant, on ne peut pas ne pas, quand on pose son regard intellectuellement sur ce mystère, on ne peut pas ne pas essayer de le résoudre d'un côté ou de l'autre. Donc l'histoire de ce mystère, mouvant par construction, c'est l'histoire même de l'Occident. Et finalement, l'Occident n'a cessé de faire une chose, c'est de sortir d'un côté ou de l'autre du mystère et d'en sortir. Et d'où ma définition du progrès. Le progrès, c'est le passage du mystère chrétien à la contradiction moderne. Le passage se fait à la fin du XVIIe siècle. Le grand homme de ce passage, c'est Spinoza. D'une certaine manière, le progrès, c'est aussi une autre définition, c'est la victoire de Spinoza sur Leibniz. Parce que Leibniz pose toujours ce problème en des termes, vous venez brancher quand vous voulez. Hein. Parfait, c'est bon, Leibniz, pose le problème en termes chrétiens, c'est un luthérien mais qui est très proche de Bossuet,
Il continue à essayer de trouver une solution qu'il ne trouvera évidemment pas, sur le mal et le bien, le mal qui concourt au bien, etc. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça, c'est une caricature de Voltaire. Alors que Leibniz, lui, alors que Spinoza, lui, va dire déjà, la liberté, c'est une illusion, c'est la conformité aux lois de la nécessité. Il pose déjà les problèmes en termes modernes. Mais donc l'homme moderne, à partir de, et les choses se font dès la fin du XVIIe siècle, aboutit, on est sous la Révolution française, à un moment assez étonnant. D'un côté, on affirme les droits de l'homme, comme vous le savez, avec une force énorme, on dit que rien ne peut s'opposer aux droits de l'homme, et en même temps, le physicien Laplace, choisi comme ministre de l'Intérieur par Napoléon, c'est toujours assez cocasse, lui affirme un déterminisme absolu, c'est le sommet du déterminisme. Il dit un démon qui aurait qui connaîtrait tous les éléments de la création, de l'univers, à un moment donné, à un instant T, saurait de manière mécanique l'instant T plus 1. L'instant T plus 1 est totalement prédéterminé par l'instant T. Là encore, je n'ai pas non plus de solution. Les plus grands esprits scientifiques, philosophiques, se sont heurtés à ce problème, à cette contradiction. Et là non plus, je pense qu'il n'y a pas de solution. Je pense que c'est le propre de l'Occident moderne de poser ce problème et d'en sortir. Alors, on peut dire, mais ça c'est un peu risqué, moi qui ne suis pas scientifique, mais je m'aventure quand même là-dedans, qu'une fois qu'on a posé cette contradiction, vous avez un homme, d'ailleurs un chercheur, un scientifique, qui essaie de comprendre l'univers, il est libre, il pense qu'il est libre, il sait qu'il est libre, et puis il découvre des lois qui sont déterministes. Certains vont dire, pour sortir de la physique classique de Newton et de Galilée, Newton et Laplace, vont dire voilà que l'observateur a un rôle considérable, tellement important qu'il modifie l'objet observé. Et ça, c'est la relativité d'Einstein. Et puis d'autres, au contraire, vont découvrir dans le microscopique les lois de la mécanique quantique, qui sont des lois qui sont incompréhensibles à l'être humain. C'est-à-dire qu'elles sont contraires à la logique humaine, et elles sont même inhumaines, profondément inhumaines. C'est-à-dire qu'elles ignorent totalement l'homme. On peut dire que c'est, d'une certaine manière, des lois scientifiques qui sont découvertes par l'homme, mais qui sont incompréhensibles à l'homme. C'est un peu une définition de Dieu. Hein. Dieu est un peu comme ça. Autrement dit, dans la science elle-même, eh bien, il y a une tentative pour sortir par la liberté, une sorte de pélage, et une autre tentative pour sortir par la toute-puissance, qui n'est plus celle de Dieu, mais qui est celle de la physique ou du monde, on ne sait pas trop de quoi. Vous voyez que c'est encore plus atroce que le christianisme, finalement. C'est encore plus inhumain. Et c'est la tentative, c'est l'équivalent de Calvin, c'est-à-dire celui qui sort par la prédestination. Je pense aussi qu'il n'y a pas plus de solutions dans le monde de la physique contemporaine que dans le monde de la théologie. Parce que nous dirons tous les scientifiques, ces deux théories, ou ces deux écoles, sont vraies l'une et l'autre. Les deux choses sont vraies à la fois. Donc quand on est à un certain niveau macroscopique, c'est Einstein qui a raison, et quand on est au niveau microscopique, c'est Planck, et la mécanique quantique. Les deux sont vrais, il s'agit de la même réalité, et il y a deux écoles contradictoires. Ben, pour la théologie, c'est pareil. Autrement dit, ma définition du progrès, encore une fois, c'est de dire que l'on passe, il faut que je passe à la deuxième partie, là, parce que je promis de parler de politique française, l'occidental, c'est celui qui cherche à trouver la solution au mystère, et qui a tellement envie de la trouver, qu'il passe du mystère chrétien à la contradiction moderne, et qui est pas plus avancé que ça, bien entendu. Donc ça c'est la matrice un petit peu de mon livre. Pour terminer cet aspect-là, je dirais, entre la naissance du christianisme et aujourd'hui, il ne s'est pas rien passé. L'histoire a bel et bien un sens quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour résumer cette histoire du christianisme, je dirais d'abord que à la fin du XVIIe siècle, ou même peut-être avant, l'histoire de l'Occident a rejoint l'histoire de l'être humain. C'est-à-dire que l'Occident a conquis la planète par le christianisme, et ensuite par les hérésies du christianisme, y compris le marxisme. La Chine a été conquise par le communisme, qui est une hérésie chrétienne, qui est un néopélagianisme ultime.
Pendant ce temps-là, en face, vous avez d'autres, l'Amérique du Sud, qui ont été bouleversés par le capitalisme anglo-saxon, avec des révoltes dans tous les sens. Donc l'Occident, pour le meilleur et pour le pire, parce que, a conquis la planète et a créé ce qu'on appelle le village global. Hein. Village global, c'est un peu une espèce de formule de lieu commun, de publicitaire, dans le village global, on va faire une campagne de pub pour le village global. En réalité, c'est un concept qui a été inventé par Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, personnage extraordinaire, canadien, protestant converti au catholicisme par la lecture de Chesterton, donc il faut quelqu'un qu'il ne faut pas négliger. Et donc finalement, le village global, je dirais, entre la naissance du christianisme et aujourd'hui, je ne peux pas résumer ça autrement que par une phrase célébrissime de saint Augustin, que je vais un petit peu modifier sur la fin. Deux amours ont fait deux cités, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste, et l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Lui, il dit la cité terrestre, moi je dis le village global. C'est-à-dire qu'à l'époque de saint Augustin, la cité terrestre n'existait pas. Saint Augustin ne savait même pas qu'il y avait un empereur en Chine et qu'il y avait des Mayas en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, la force unificatrice de l'Occident, avec les différentes hérésies et les contradictions et la déchristianisation elle-même, a modifié, a créé cette planète unifiée, qui n'est pas la cité de Dieu des chrétiens, loin de là, qui est au contraire la cité terrestre, c'est-à-dire l'exacte antithèse, selon saint Augustin, de la cité de Dieu. Voilà où j'en suis, je n'irai pas plus loin, parce que d'abord c'est mes recherches actuelles, et ça débouche beaucoup sur la théologie, mais voilà la thèse que je défends dans mon livre. Alors maintenant, quand je dis que nous sommes arrivés à, je le disais au début, à une crise de l'idée de progrès, voire à une mort du progrès, si on revient, si on quitte un peu la planète, le réchauffement, etc., qu'on revient sur la scène politique française, on a un peu l'impression que c'est le contraire. Parce qu'on n'a jamais autant parlé de progressisme, ni de progrès. Vous avez M. Manuel Valls qui récemment encore a dit qu'il allait créer, il fallait supprimer le Parti Socialiste et créer un parti de tous les progressistes. Mais Robert Rue, quelques mois auparavant, qui est donc l'avenir de la France, a dit qu'il allait créer le Parti progressiste. Il l'a créé d'ailleurs, hein, c'est une réalité. Alors, encore une fois, vous avez vu autour de la manif pour tous à quel point la gauche a essayé de dire la manif pour tous est profondément réactionnaire. Bon, donc, les réactionnaires, c'est l'opposé du progressiste, ce sont les progressistes qui désignent les réactionnaires, mais ça voudrait dire que progressistes et réactionnaires se justifient l'un l'autre, indépendamment même de l'idée de progrès. Ça pose un problème. Ensuite, on peut regarder un peu du côté de l'art contemporain. Vous avez vu qu'il y a eu une grande sculpture qui a été produite sur la place Vendôme, qui est une place magnifique, et que c'était, selon les experts, on va dire, un plug anal, qui a été dégonflé par quelques canaux du roi, j'espère, enfin en tout cas proche de nos idées, et que immédiatement, la ministre de la Culture elle-même a dit que ceux qui étaient les ennemis de ce truc étaient des réactionnaires, voire des nazis, puisqu'elle a évoqué l'époque nazie, l'art dégénéré. Donc dans son esprit, c'est quasiment la même chose. Alors, on voit bien que cette manière de voir les choses, on voit bien que la gauche se cramponne, comme dirait François Hollande, au progressisme. Parce que la gauche française, elle est progressiste ou elle n'est rien du tout. Elle est l'avant-garde d'un mouvement inéluctable, général, universel, vers le mieux, ou elle n'est pas. Elle n'a pas d'autre vocation que de nous amener vers les lendemains qui chantent. Le problème, c'est que on voit très bien que tout ça est pathétique, que Caroline Forest ne sait pas Jean-Paul Sartre, que Bernard-Henri Lévy n'est pas Foucault, que le monsieur du plug anal, c'est pas Picasso, et que ce sont des gens qui sont des héritiers et qui défendent, de manière très paradoxalement conservatrice, le progressisme, ce qui est un symptôme de plus de dégénérescence. Et à côté du grand symptôme du réchauffement climatique qui nous dit qu'on ne va pas vers le mieux, ben, il y a aussi un petit symptôme amusant qui est que les progressistes sont devenus des conservateurs. Ils défendent, et notamment les intellectuels, une position dominante. Et ils y ont intérêt. Donc il faut qu'ils en rajoutent dans la condamnation des réactionnaires. En fait, ce qui se passe en dessous de cela, c'est un phénomène très important et très intéressant dans la vie politique française.
c'est la possibilité de la destruction, de la disparition totale de la gauche. Quand on regarde les résultats électoraux, on constate une chose qui est intéressante, c'est qu'avant les élections municipales, les dernières élections municipales, la gauche n'avait jamais été aussi puissante, en principe, sur le papier, de toute l'histoire de France. Puisqu'elle avait l'Élysée et Matignon, mais l'Élysée au sens de la Ve République, donc une monarchie de 5 ans en l'occurrence. Elle avait l'Assemblée nationale, le Sénat, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, mais elle avait aussi toutes les collectivités locales, ou presque, c'est-à-dire ces contre-pouvoirs qui avaient été créés par Gaston Defferre quelques années auparavant et renforcés par la suite, qui sont les régions, les départements et les villes, les vieilles villes socialistes de Jaurès. La grande majorité de ces collectivités étaient entre les mains de la gauche, mais s'y ajoutaient aussi les syndicats, c'est-à-dire les contre-pouvoirs, qui n'ont pas de vue de droite, bien sûr, ils s'opposaient au gouvernement, mais ils étaient quand même de gauche. S'ajoute à cela le monde culturel, hein, les grands metteurs en scène, les grands directeurs de théâtre et tout, ils restent de gauche. S'ajouter à cela la grande majorité des masses médias, les journalistes, notamment à la télévision de service public, sont très majoritairement à gauche. Donc la gauche a eu tous les pouvoirs, au plus mauvais moment, parce que ça a coïncidé avec la crise de l'idée de progrès. À un moment donné, les lendemains qui chantent doivent devenir des aujourd'hui. À un moment donné, il faut bien, tu as tous les pouvoirs, tu as une sorte de monarchie républicaine, tu t'appelles François Hollande, maintenant, c'est quand le progrès? C'est quand le bonheur est une idée neuve en Europe, disait Saint-Just, alors c'est quand le bonheur? Et à ce moment-là, qui était aussi un moment de crise économique, quand même, il faut bien le reconnaître, eh bien, la gauche, de manière assez claire, ne parvient absolument pas à remplir les promesses du progrès. Ce n'est pas François Hollande qui n'est pas arrivé à tenir ses promesses, c'est le progrès lui-même qui ne tient pas ses promesses. Et donc, il est possible que la gauche française disparaisse radicalement. C'est-à-dire que elle ne va pas retourner à l'opposition comme elle le souhaite. Parce qu'ils sont déjà en train de penser au nombre de députés qu'ils arriveront à sauver. Mais ce n'est pas ça. Ce qui est possible, alors ça peut durer 10 ans, 20 ans, 50 ans, hein, faut pas. C'est une destruction pure et simple de la possibilité de gauche de gouvernement. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une extrême gauche qui agira qui fera des manifs, etc. Mais la gauche de gouvernement en tant que telle, la gauche qui a un espoir de revenir pour changer les choses, le changement c'est maintenant, etc., elle pourrait disparaître. D'où la question qui est intéressante, et on tombe sur la politique pure, c'est quoi une république quand il n'y a plus de gauche? Parce que je vous rappelle que la gauche et la droite ont été créées en 1789, et que la gauche et ceux qui se sont rangés à la gauche des représentants du roi, en s'opposant au veto royal, tandis que la droite, au contraire, c'était ceux qui étaient pour le veto royal. Donc la gauche et la droite, c'est une création, c'est une invention de la Révolution française. C'est quoi une république française sans la gauche? Est-ce que c'est une république où il n'y a que la droite? Ça veut dire quoi, que la droite? Le président de la République serait éternellement de droite? La majorité serait éternellement de droite? On sent bien qu'il y a un gouffre politique à ce niveau-là. Alors, est-ce que ça va pour autant favoriser les idées qui sont les vôtres aujourd'hui, vos espoirs, etc.? J'en sais rien. En tout cas, ça fait un chantier de réflexion qui n'est pas inintéressant dans cette maison. Hein, mais comme je vous disais, le seul bonne nouvelle, c'est la mort du progrès. C'est pas, le reste, c'est des catastrophes qui peuvent continuer à arriver. Notamment, pourquoi pas aussi la disparition de la France. Hein. C'est peut-être une fausse bonne nouvelle, la disparition de la gauche et du progrès. Donc, on en est à ce point intéressant sur le plan politique, c'est que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ce qui est en jeu, c'est pas simplement une victoire électorale qui va venir pour la droite. Oui, la droite va gagner les élections, Marine Le Pen sera au deuxième tour, et puis celui qui sera en face sera élu président. Bon, ça sera peut-être Sarkozy, sauf s'il y a un juge qui nous dit... Mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est le mouvement profond de notre vie politique et aussi intellectuelle, parce que la vie intellectuelle universitaire en France a toujours été très politique, depuis toujours, très centralisée et très politique. Et aujourd'hui, l'université, par exemple, n'est pas dominée par le marxisme, elle est dominée par le vide laissé par le marxisme, le vide béant. Le marxisme était une explication globale qui était que les universitaires, en général, pas tous, pas nos amis évidemment, admettaient. Et aujourd'hui, il est faux de dire qu'un universitaire digne de ce nom peut être vraiment marxiste au sens où était Althusser.
Ce n'est juste pas possible parce que l'idée de progrès est morte. Alors du coup, eh bien, le marxisme, la gauche, c'est une sorte de syndicat d'intellectuels universitaires qui disent il faut condamner les réactionnaires qui sont en face. Et il est évident que progressistes et réactionnaires ne sont pas simplement des chiens de faïence qui existent comme ça, qui se regardent depuis 2 siècles en face. Réactionnaires et progressistes ne peuvent exister que par rapport à l'idée de progrès. On est pour ou contre, mais, et bien sûr, même si on est pour, il y a 20 000 manières de parler du progrès, enfin, il y a malgré tout quelque chose qui est possible. Il y a une possibilité du progrès avec un P majuscule. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on soit d'accord, mais c'est au contraire, on s'y oppose, mais le progrès étant remis en cause par tout ce que je vous ai décrit, on ne peut plus dire qu'il y a des progressistes et des réactionnaires. Mon sentiment, mais vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, c'est qu'il faut cesser de se dire réactionnaire. Ça ne sert à rien si ce n'est de fabriquer des pseudo-progressistes qui vont justifier leur existence en disant Zemmour est un réactionnaire, machin, etc. Ça n'a pas de sens. Pour moi, le dernier grand réactionnaire français, c'est Philippe Muret. Philippe Muret, qui a construit une œuvre sublime, qui est totalement réactionnaire, mais dont je vous signale quand même une chose, c'est qu'elle ne mène strictement à rien politiquement. C'est une belle œuvre de cristal, magnifique, qui nous offre une jouissance littéraire immense, mais qui n'aboutit à rien. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait des réactionnaires après Philippe Muret. Et alors, il y en a, par exemple, Tillinac, qui est quelqu'un que je trouve extrêmement sympathique, dit le bonheur d'être réac. C'est une posture, et c'est. Moi, je me mettrai pas là-dedans. Pour ma part, je terminerai peut-être là-dessus. Voilà. J'ai été réactionnaire, quand j'avais l'âge à peu près de la majorité d'entre vous, et je l'ai été jusqu'à la chute du mur de Berlin. Tout exactement jusqu'à la transformation de Leningrad en Saint-Pétersbourg. Je trouvais que là, le jour où les habitants de Leningrad ont dit par un référendum, nous voulons nous appeler à nouveau Saint-Pétersbourg, je me suis dit là, bon, c'est plus possible d'être anticommuniste. Et donc je dirais que les réactionnaires sont eux aussi orphelins du progrès, parce que c'est le progrès qui les a fabriqués. Donc gardons-nous d'être, enfin à mon sens, d'employer ce mot réactionnaire, employons d'autres mots pour lutter contre les problèmes que le progrès technique continue à poser, qui ne veut pas dire du tout qu'on est débarrassé des progrès techniques, de la technologie, de la science. Bien au contraire, ça ne fait que commencer, à vrai dire. Donc voilà, je pense qu'il ne peut pas... Voilà, j'ai été réactionnaire jusqu'à la fin du communisme. Nous sommes orphelins du progrès. C'est un peu ce que j'avais envie de dire à cette maison. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez regardé le supplément de Canal+ il y a 2 semaines. On avait une magnifique présentation, puisqu'il y avait à la fois le patron de Libération, qui est en fait un ancien banquier de chez Lehman Brothers, et la présentation d'une drag queen à la fois LGBT et principale promotrice de transhumanisme aux États-Unis. Le transhumanisme, je vais vous laisser en donner une définition, mais ça semble être un point focal important de la réflexion actuelle. Est-ce que ce n'est pas finalement ce que vous disiez, c'est-à-dire les progressistes qui sont devenus les premiers conservateurs, ou à l'inverse, est-ce qu'on n'est pas en train de voir là poindre notre principal adversaire? Après les progressistes, nous aurons les transhumanistes. Les transhumanistes sont des sortes de progressistes, d'une certaine manière, à ceci près qu'ils provoquent quand même une réaction de rejet, de dégoût assez largement partagée, et à ceci près aussi que, contrairement aux progressistes classiques du XIXe siècle, qui nous disaient la locomotive à vapeur, ça va faire le bonheur de l'humanité, eux, d'abord, ils ont une manière de s'occuper de notre bonheur qui fait froid dans le dos, qui est probablement le bonheur d'une toute petite partie de l'humanité, qui va devenir, donc, définition du transhumanisme, c'est l'amélioration de l'homme par la technologie. L'homme augmenté par la technologie jusqu'à devenir immortel. Alors, d'une certaine manière, il y a une forme, on retrouve encore, c'est une forme de pélagianisme porté à son absolu, puisque l'homme a vocation à devenir Dieu. Alors, moi je crois que c'est un des futurs possibles qui se présente à nous. En tout cas, c'est un futur qui est présenté par, alors, il y avait ce débat sur Canal+, en France, il y a quelqu'un qui s'appelle le docteur Alexandre, qui est à la fois énarque, médecin, HEC, je ne sais plus ce qu'il a fait l'autre, c'est une espèce de génie, qui a créé une boîte qui s'occupe d'ADN et qui est le pape du transhumanisme en France, bien qu'il prétende avoir quelques nuances.
lui dit nous allons, certains d'entre vous vont vivre blanc. Et l'homme va devenir immortel. Et il dit voilà, c'est inéluctable. La puissance de calcul des ordinateurs va augmenter selon la loi de Moore. Je ne vous la répète pas, vous la connaissez, j'espère. Non, la loi de Moore, ça veut dire que les ordinateurs, la puissance de calcul des microprocesseurs augmente de manière géométrique et leur prix diminue de manière aussi... alors j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros ça veut dire ce que vous avez tous constaté depuis 10 ans, 15 ans, vos ordinateurs augmentent de capacité. Bon. Mais de manière géométrique ou exponentielle. Et il dit, on applique ça au décryptage de l'ADN et on va de plus en plus aller inéluctablement vers tout simplement l'eugénisme, pour être clair. Et on va améliorer l'espèce humaine. Et on va avoir, et tous ceux qui ont un quotient, les embryons qui ont un quotient intellectuel de moins de je ne sais plus combien, inférieur à celui de Jacques Attali par exemple, eh ben, ils vont tous être considérés comme des sous-hommes. Et donc on doit être éliminés autant que possible. Mais il dit ça clairement. Mais vous savez, les patrons de Google, notamment un type qui s'appelle Kurzweil, Ray Kurzweil, qui est le Chief Officer Technology, etc., lui, il le dit clairement. Et un des grands dangers d'aujourd'hui, c'est que Google, par exemple, mais Apple, c'est pas mieux, et Microsoft, pas mieux non plus, mais Google, c'est vraiment le pire, ne payant plus d'impôts nulle part, vous avez vu encore que le Luxembourg permettait de ne pas payer d'impôts, qui ne paye plus d'impôts nulle part, même pas aux États-Unis, ni dans aucun pays réel, amasse des sommes d'argent absolument considérables, colossales, et enlève cette faculté d'action aux États. Ils enlèvent cette faculté d'action à la médecine ou à la santé publique, à la protection sociale, à l'action de l'État en général, et se transforment eux-mêmes en État et ont une idéologie, une religion qui est le transhumanisme. Il faut relier ça par exemple à quelque chose qui est absolument terrifiant. Google, mais aussi Apple et Facebook, proposent à leur cadre féminin, aux femmes, de congeler leurs ovocytes pour ne pas nuire à leur carrière. C'est-à-dire qu'elles congèlent leurs ovocytes, elles font carrière dans la boîte, et, soi-disant, elles ont un enfant au moment opportun, pour ne pas gêner leur carrière. Bon, vous voyez bien que ça, c'est quand même un cran... bon, et ça, les Américains, avec leur candeur habituelle, ils le disent clairement. Donc il y a un avenir possible, malheureusement, de ce côté-là. Moi, je pense que c'est pas du tout inéluctable, que les choses ne vont pas se passer comme ça, que d'abord l'immortalité elle-même est impossible, parce qu'à un moment donné, il y aura un dégoût de vivre. Mais le rêve d'immortalité et l'allongement démesuré de la vie de certains va se faire au détriment des autres. C'est-à-dire qu'il y aura, même si, ce qui est peu probable, la majorité des habitants de cette planète vivent plus longtemps, il y aura une telle concurrence entre ceux qui vivent beaucoup plus longtemps et ceux qui vivent moins longtemps, qu'il y aura des guerres. Il y aura une guerre pour soi-disant l'immortalité, en tout cas pour l'allongement de la durée de vie. Quand on va mettre les embryons dans des seringues, enfin, en disant nous détectons avec l'ADN des embryons ceux qui auront un quotient intellectuel supérieur à celui d'Attali, et les autres on les met à la poubelle, les choses vont coincer. Bon, d'autre part, il est faux de dire que le quotient intellectuel est la seule richesse de l'être humain. Ce matin, j'ai eu la chance de travailler dans un milieu où il y a des chercheurs, et ce matin on discutait de cela, je vais vous dire, au centre de recherche du groupe Orange, français, où il y a encore quelques chercheurs, et le directeur de la recherche et une des chercheuses disait, là il y a le QI, il y a aussi le QE, le quotient émotionnel. Et c'est pas vrai que l'espèce humaine s'est fait uniquement avec le QI. Donc, les transhumanistes commettent des erreurs de ce type. Il suffirait qu'ils regardent les erreurs des progressistes de la révolution industrielle, ceux qui ont dit la machine à vapeur fera le bonheur de l'humanité. Bon, ben, l'ADN et la manipulation de l'ADN ne le fera pas plus. Ce que j'essaie de montrer dans mon bouquin, c'est que, et c'est aussi très mystérieux, le progrès existe, mais il est toujours accompagné d'un anti-progrès. On ne peut pas faire beaucoup de bien sans faire aussi beaucoup de mal. Et il y a une sorte d'équilibre, les vases communicants du bien et du mal, qui font que l'homme est toujours libre de choisir, finalement. Après des périodes de déterminisme, il entre dans des périodes de liberté et il rééquilibre les choses. Donc, en face de ces progrès, mais réels, hein, vous savez, moi je suis assez, je ne suis pas transhumaniste, mais j'ai besoin de beaucoup de médecine pour ne pas aller mal.
On a tous des implants, des choses comme ça. C'est pas nouveau, hein, les caries, si on dit un plombage, c'est transhumaniste, si on veut. Donc ça continuera. Mais par contre, dire que ça va faire le bonheur de l'humanité, ben, c'est une erreur progressiste et qui ne va pas tarder, qui probablement va exploser si nous nous battons contre. J'ai un petit peu d'optimisme, si vous me permettez. Oui. Moi, je pense que la solution est théologiquement ou métaphysiquement, dans la métaphysique de la création. En fait. Donc c'est la doctrine catholique qui nous dit, qui résout à la fois le pélagianisme et l'ancianisme, c'est-à-dire que l'être humain participe à la création, mais que Dieu agit aussi dans l'être humain pour... si vous voyez, il y a la grâce d'un côté, l'action humaine et la grâce. Et tout ça marche ensemble à travers cette métaphysique de la création. Et donc, voilà, juste pour dire que je vous trouve peut-être un peu pessimiste, et avec ce côté du duel entre l'anti-progrès et le progrès. Alors pour moi, cette question n'a même pas lieu de... Enfin, vous avez raison de souligner ça, qui a lieu maintenant, le duel entre le progressisme et l'anti-progressisme. Mais pour moi, il y a une troisième voie qui est celle du catholicisme, et dont on peut tirer une doctrine politique, à savoir, pour ça j'invite les gens à lire Antoine Blanc de Saint-Bonnet, qui est... c'est mon grand maître. Il est vraiment exceptionnel. En gros, je résume son œuvre, c'est sainteté d'abord, mais c'est pas personnaliste, c'est-à-dire que c'est pas une sainteté purement personnelle. En fait, ça va être la sainteté rayonnante, une Jeanne d'Arc en gros. Voilà, si tout le monde est des saints, je suis d'accord avec vous, mais moi je ne suis pas si pessimiste que ça en fait, parce que le libre arbitre demeure réellement. Hein, et je ne pense pas que le transhumanisme soit. Je pense qu'il y a transhumanisme, mais il aura lui-même des tels obstacles qu'il ouvrira des voies au libre arbitre. Cela dit, la voie rayonnante que vous évoquez n'est pas non plus déterminée à l'avance. Il n'y a pas de. C'est la métaphysique de la création, il n'y a pas de déterminisme. Voilà. Et alors, vous auriez pu faire référence à Bergson, que je cite beaucoup à la fin de mon bouquin, parce que c'est ça la dynamique. L'évolution créatrice, c'est ça en fait. C'est la reprise de beaucoup de thèmes. Il a repris la philosophie hébraïque en fait. Voilà. Claude Cresmontan a écrit un excellent essai sur la philosophie hébraïque, c'est ça, c'est la métaphysique de la création. Et personne n'a retrouvé, sachant qu'il avait ça dans le sang puisqu'il était d'origine juive, et donc il a retrouvé ça, et c'est ça qui est très beau chez lui. Et en aboutissant au christianisme, puisqu'il était quasiment baptisé. C'est un juif très compliqué. Voilà. Tout à fait. Donc, merci pour ces remarques. Je suis d'accord avec vous. Vous avez des questions ou d'autres questions? C'est compliqué de poser une question en temps moment. Il y a une question qui est assez peu évoquée dans votre livre. Vous prenez la théorie d'Adam Smith en étant que selon lui, la main invisible devra organiser le marché. Or, en fait, dans son œuvre, Adam Smith n'utilise la main invisible que pour parler de l'organisation des planètes et pas de l'organisation économique. Est-ce que justement vous manquez en voulant expliquer le 19e siècle comme étant le siècle principalement progressiste mais qui serait né des évolutions intellectuelles d'avant, ce qu'il a pu aussi transformer profondément avec ce fracas réel, très concret, la prostitution de masse, la misère sociale énorme, de ce qu'il a inventé par lui-même, par les faits, sans qu'il y ait finalement, il y a un quotient idéologique bien sûr, mais sans qu'il y ait finalement de véritables explications physiques, quand ça a été un choc difficile de voir. Je ne crois pas que le 19e siècle soit né de rien, et je pense que chaque effet a une cause. Donc le 19e siècle est le fruit du 18e. Et je pense qu'ils sont à l'œuvre au 19e siècle. Rien ne naît de rien. Je veux dire, notre siècle est encore dans le 19e siècle industriel. Il en est le fruit, même si tout se désindustrialise partout. Donc je ne pense pas que ça soit venu par miracle tout ça. Alors certes, il y a fondamentalement le choc du protestantisme et de l'ascétisme du travail qui encourage et produit la révolution industrielle. Il y a des révolutions technologiques, mais qui ont été rendues possibles par le cartésianisme auparavant, par Spinoza aussi probablement. Donc tout ça n'arrive pas par hasard dans l'évolution. Et puis en face de cet esclavage du prolétariat, vous parlez de la prostitution de masse, il y a plein d'autres. Marx lui-même reconnaît que le sort du peuple était bien meilleur avant la révolution qu'après. En face de cela, eh bien, en face de ce choc de prédestination, il y a de la prédestination protestante, il y a ce cri de souffrance qui a produit cette révolte néo-pélagienne du communisme, ces révolutions
en Allemagne, ailleurs, et puis cette révolution en Russie, au bout du compte, hein, qui a été un des détonateurs du XXe siècle, parce que le XIXe siècle, pour moi, c'est le grand XIXe siècle, qui va de la Révolution française, et d'ailleurs de la déclaration d'indépendance des États-Unis, jusqu'à la guerre de 14-18. Donc c'est 140 ans, 150 ans, si vous voulez, c'est le XIXe siècle large. Et je pense qu'il est, bien sûr, il est très créateur d'un monde radicalement nouveau. Mais tous les siècles sont créateurs, enfin, toutes les périodes, la Renaissance aussi est profondément créatrice de quelque chose de radicalement nouveau. Le Moyen-Âge est rempli de créations radicalement nouvelles. Et d'une certaine manière, il y a plus de nouveautés dans la croisée d'ogives que dans l'Église, que dans le fronton classique de la Renaissance. Parce que les colonnes grecques ou pseudo-grecques que vous voyez à la Renaissance, elles reprennent des formes qui ont été créées 2000, 3000 ans avant. Alors que la croisée d'ogives, c'est une invention radicale, hein, une nouveauté absolue. Donc je veux dire, en même temps, ça n'est pas non plus né de rien. C'est venu Spengler dit d'une manière assez extraordinaire, hein, on discutait que la croisée d'ogives, c'est l'infini, c'est le zéro, c'est Dieu, ça se retrouve dans la musique, etc. Et finalement, il dit les Grecs avaient une toute autre vision, ils voulaient que le mesurable, ils refusaient le zéro parce que c'était pas mesurable, et que ensuite, bon, on a eu cette notion d'infini qui a créé la croisée d'ogives. Ce qui est vrai, enfin, c'est tout à fait compréhensible. Alors, ce que je veux dire, c'est que les choses ne viennent pas de rien. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a quand même un enchaînement. Alors, à mon avis, pas des idées. Hein. Moi, je ne suis pas un historien des idées, je n'ai pas cette présomption, comme Frédéric Rouillois. Je dis que ce ne sont pas les idées qui font le monde, qui font l'histoire. Ce sont les enchaînements d'actes libres. Et ensuite, on les camoufle en disant que ce sont des idées, en trouvant les idées qui correspondent. Avec d'ailleurs parfois un hiatus complet entre l'idéologie qui est invoquée et, par exemple, dire que Rousseau est progressiste. Rousseau, c'est le père de la Révolution française, et on dit que la Révolution française, c'est l'événement progressiste par excellence. Mais Rousseau et tous les rousseauistes de la Révolution française étaient des régressifs absolus, des gens qui voulaient revenir qui refusaient la technologie, la science, les progrès techniques. La République n'a pas besoin de savants. C'est très rousseauiste, ça, même si c'est peut-être apocryphe. C'est quand on a guillotiné Lavoisier, on a dit la République n'a pas besoin de savants. C'était le plus grand chimiste de son époque. Donc c'est dire à quel point la Révolution française n'est pas progressiste, en fait, sur le plan scientifique, du moins pour une partie d'entre elles.